Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va voir toutes les questions possibles d'un examen régional, avec des corrections pour les élèves de la 3e année parcours international. Commençons par l'exercice numéro 1. Donc voilà, complétez les phrases par les mots convenables. Le mouvement est relatif car elle dépend de quoi? Elle dépend d'un référentiel. La ligne qui joignit les positions successives occupées par le corps mobile s'appelle la trajectoire. Le mouvement d'un corps solide est si sa vitesse augmente. Si la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue, on dit que le mouvement est retardé. Si la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme. On passe à la phrase suivante. Une force de contact peut être localisée où? Donc, il y a deux types de forces de contact, soit les forces localisées, soit les forces réparties. L'unité internationale de l'énergie électrique est le joule. Son symbole, c'est J, majuscule. Une action mécanique a deux effets. Donc, les actions mécaniques, ou parfois on dit les forces, donc a deux effets. Donc, deux effets, effet statique, effet dynamique. On représente la force par quoi? Par un vecteur appelé vecteur force. Donc on peut représenter la force par un vecteur force. Répondre par vrai ou faux. L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage de résistance R et E est égale à U carré sur R fois T. Donc on sait que on peut exprimer l'énergie avec plusieurs façons. Regardez, plusieurs façons. Donc d'après la troisième façon, on peut dire que cette phrase est juste. Vrai. La puissance d'un appareil de chauffage s'exprime par la relation suivante. On peut exprimer la puissance avec plusieurs façons. Regardez les trois façons. Donc d'après la deuxième réponse, donc regardez, donc c'est juste, donc c'est vrai. L'unité internationale de la puissance électrique est le wattheure. Non, l'unité internationale de la puissance, c'est le watt. Mais le wattheure, c'est l'unité internationale de l'énergie. Donc c'est faux. La puissance électrique est mesurée par un compteur électrique. Non. La puissance électrique se mesure avec un wattmètre, donc c'est faux. La loi d'Ohm s'exprime par la relation R est égal à U fois I. Donc on sait que la loi d'Ohm c'est U est égal à R fois I. Donc d'après cette loi, on peut dire que R est égal à U sur I. Donc cette expression est fausse, donc c'est faux. L'intensité I qui traverse un four électrique de 122,2 kW et I est égal à 5. Donc pour répondre à cette question, il faut chercher l'intensité nominale qui traverse le four, en utilisant la relation P est égale à I fois I. Donc, I est égal à P sur I. En utilisant les valeurs avec des unités internationales, 2200 sur 220, on trouve 10. Donc la réponse est fausse. On mesure l'intensité de la force par une balance électronique. Non, la balance mesure la masse, mais l'intensité de la force se mesure avec le dynamomètre. Donc c'est faux. Le poids est une force de contact répartie. Non, le poids n'est pas une force de contact. Elle est répartie, mais n'est pas une force de contact. Donc c'est faux. La vitesse moyenne s'exprime par la relation Vm est égal à D fois T. Non, la relation de la vitesse moyenne c'est D sur T. Donc c'est faux. La masse est une grandeur physique liée au lieu. Non, la masse est une grandeur physique invariable qui ne dépend pas du lieu, mais le poids qui dépend du lieu. Donc c'est faux. On passe à la question 3. Convertir. Voilà des conversions. 45 minutes vers les heures. Pour passer des minutes vers les heures, je divise par 60. Je trouve 0,75 heures. 1 heure 15 minutes vers les secondes. Donc 1 heure, c'est 3600 secondes, et 15 minutes, c'est 15 fois 60. Donc je trouve, c'est 4500 secondes. 800 ohms vers le kilo-ohm. Pour passer de l'ohm vers le kilo-ohm, il faut diviser par 1000. Je trouve 0,8. 1,2 kW vers le watt. Pour passer du kilo vers le watt, il faut multiplier par 1000. Je trouve 1200. 0,5 kWh vers le joule. Donc pour passer de kWh vers le joule, tout d'abord il faut passer vers le wattheure.
Et on sait que le wattheure est égal à 3600 joules. Donc je vais multiplier ça par 1000 pour passer vers le wattheure. Et je vais multiplier par 3600 pour passer vers le joule. Donc je trouve 0,5 fois 1000 fois 3600. 600 grammes vers le kilogramme. Pour passer du gramme vers le kilogramme, je divise par 1000, je trouve 0,6 kg. 0,3 ampères vers le milliampère, je multiplie par 1000 pour trouver 300 milliampères. 80 km par heure vers le mètre par seconde. Donc pour passer de l'unité pratique de la vitesse vers l'unité internationale, il faut utiliser la relation entre l'unité pratique et l'unité internationale. Pour passer de kilomètre vers le mètre par seconde, il faut diviser par 3,6. Donc je divise par 3,6, je trouve 22,22 mètres par seconde. La question 4. Reliée par des flèches. On a ici des grandeurs et on a aussi ici les unités internationales. Les grandeurs électriques, les unités internationales. Donc la puissance électrique, son unité internationale, c'est le watt. La tension électrique, son unité internationale, c'est le volt. L'intensité du courant électrique I, son unité internationale, c'est l'ampère. La résistance électrique R, son unité internationale, c'est l'ohm. L'énergie électrique E, son unité internationale, c'est le joule. Je passe à la question suivante. Une lampe qui consomme une puissance électrique inférieure à sa puissance nominale, est-ce qu'elle brille normalement, fortement, faiblement? Donc puisqu'elle consomme une puissance inférieure à sa puissance nominale, donc il va briller faiblement. Une lampe de tension nominale 12 volts traversée par un courant de 100 mA consomme une puissance est égale. Donc pour chercher la puissance, on va appliquer la relation P est égal à U fois I. Donc U c'est 12 et I c'est 0,2 car en utilisant l'unité internationale. Donc on trouve P est égal à 2,4. Donc la réponse c'est 2,4. L'intensité du courant qui traverse la lampe de 6 volts et 1,8 watts est. Donc pour trouver la réponse, il faut chercher l'intensité en utilisant la formule P est égal à U fois I. Donc I est égal à P divisé par I. En utilisant les valeurs avec des unités internationales, on trouve 0,3. Donc la réponse c'est 0,3. Le poids est une force. Est-ce que le poids est une force localisée ou répartie? On sait que le poids est une force à distance. Et toutes les forces à distance sont des forces réparties. Donc la réponse c'est répartie. L'intensité du poids dépend de quoi? Est-ce que de la longitude, de l'altitude, l'irtifa', de la latitude, donc on sait que le poids dépend de l'altitude et de la latitude. L'irtifa' ou l'ard. Donc il y a deux réponses ici. La réponse 1 et la réponse 2. On passe à la question suivante. Reliées par des flèches, les grandeurs avec son unité, chaque grandeur avec son unité internationale. On a ici la vitesse. Donc l'unité internationale de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Qu'on peut exprimer avec mètre seconde moins 1. Donc la réponse est B. Pour l'intensité de la pesanteur G, son unité c'est le newton par kilogramme ou newton kilogramme moins 1. Donc la réponse est D. Pour l'intensité d'une force, son unité c'est le newton, c'est N. La masse, son unité internationale, c'est le kilogramme, c'est A. On passe à la question 7. Détermine le type de mouvement des corps suivants en utilisant seulement le mot translation ou rotation. Donc regardez, le mouvement de l'aiguille d'une montre. Le mouvement de l'aiguille d'une montre, elle fait un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc c'est un mouvement de rotation. Le mouvement de l'ascenseur, donc l'ascenseur lorsqu'il bouge, il bouge en gardant les mêmes directions. Donc c'est un mouvement de translation qui est rectiligne. Donc le mouvement de la nacelle d'une grande roue. Les nacelles, ça veut dire les cabines ici, les cabines. Donc au cours du mouvement, les cabines font un mouvement de translation mais circulaire. Donc les cabines, les nacelles, font un mouvement de translation, mais cette translation, c'est une translation circulaire. On passe à l'exercice 2. Une boule homogène de masse 800 grammes et de centre de gravité G en équilibre comme dans la figure suivante, en dont G est égal à 10 newtons par kilogramme. Quelles sont les forces exercées sur la boule? Donc on va chercher les forces exercées sur la boule, ça veut dire le système étudié c'est la boule.
Donc ici, il y a deux forces. C'est la force du fil, de symbole T, et la force de la Terre, qu'on dit le poids de la boule, de symbole P. Classer ces deux forces en force de contact et force à distance. Donc la première force, c'est une force de contact, car il y a un contact entre l'acteur et le receveur. La deuxième force, c'est une force à distance, car il n'y a pas de contact entre la Terre et la boule. Calculer le poids de la boule. Donc pour calculer le poids, on doit utiliser la relation entre la masse et le poids. On sait que P est égal à M fois G. Et on a, la masse c'est 800 grammes et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Mais on doit utiliser les unités internationales. Ça veut dire qu'on doit convertir la masse vers le kilogramme. On fait la conversion, 800 grammes est égal à 0,8 kg. Donc on fait les calculs, on trouve 8 newtons. Question 4. Déterminer les caractéristiques de la force des fils sur la boule. Donc on va chercher les caractéristiques de la force des fils sur la boule. Donc chaque force a 4 caractéristiques. Le point d'application, la droite d'application qu'on dit parfois la direction, le sens et l'intensité. Donc la force des fils sur la boule, le point d'application de cette force, c'est le point de contact, ça veut dire c'est le point A ici. Donc j'écris, c'est le point A. La direction de cette force, c'est une direction verticale. Donc j'écris verticale qui passe par le point d'application A. Car toujours la direction de la force passe par le point d'application de la force. Le sens. Donc le fil, dans ce cas, il tire la boule vers le haut. Donc j'écris de A vers le haut. L'intensité, puisque la boule est en équilibre sous l'action de deux forces, donc on va appliquer la loi de l'équilibre. Les deux forces ont la même intensité, deux sens opposés et la même direction. Ça veut dire la force T est égale à la force P. Et la dernière question, P est égal à 8, donc T est égal à P est égal à 8 newtons. Question 5. Représenter sur la figure la force des fils sur la boule. Donc on va représenter la force. Avec quoi on représente la force? Avec un vecteur force. Pour représenter la force, on doit utiliser une échelle. Donc puisque l'intensité est égale à 8, c'est mieux de choisir 1 cm est égal à la moitié de l'intensité, 4 newtons. Et en utilisant cette échelle, je peux déduire que 8 newtons sera représenté par 2 cm. Donc la norme de vecteur, c'est 2 cm. En utilisant la règle, je trace un vecteur qui commence par A vers le haut de longueur 2 cm. Le symbole de cette force, c'est T. J'écris T. On coupe le fil et on réalise une chronophotographie du centre de gravité G au cours de la chute de la boule. La durée qui sépare la prise de deux images successives, c'est 20 millisecondes. Ça veut dire entre deux positions, il y a un temps est égal à 20 millisecondes. Donc, on passe à la question. Déterminer en justifiant la réponse la nature du mouvement du point G. Donc, regardez le mouvement, la chronophotographie. À partir de la chronophotographie, on constate que la distance, au cours du temps, elle augmente. Donc, ce mouvement, dans ce cas, sera un mouvement accéléré. Question P. Donnez l'expression de la vitesse moyenne entre le point G0 et G5. Faire attention, entre G0 et G5 seulement. Entre G0 et G5 seulement. Puis, on va calculer cette vitesse en utilisant l'unité internationale mètres par seconde. Donc, pour calculer la vitesse moyenne, on doit utiliser la formule de la vitesse moyenne. La formule de la vitesse moyenne, c'est Vm est égal à D sur T. D, c'est la distance entre le point G0 et G5, et T, c'est le temps entre G0 et G5. D, regardez, D, c'est la distance entre G0 et G5. Regardez, ici, il y a une grande division, est égale à 1 cm. Donc voilà, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Donc la distance, c'est 5 cm. On va convertir cette distance vers le mètre, je trouve 0,05. Puis, le temps, entre G0 et G5. Il y a delta T, 2 delta T, 3 delta T, 4 delta T, 5 delta T. C'est 5 delta T, 5 fois 20 est égal à 100 millisecondes vers la seconde, je trouve 0,1.
Donc en utilisant ces valeurs, je peux calculer la vitesse, c'est 0,05 sur 0,1, je trouve 0,5 mètres par seconde. Exercice 3. Un conducteur d'une voiture qui roule sur l'autoroute à une vitesse 90 km par heure a été surpris après avoir vu un obstacle sur la route à une distance égale à 120 mètres. Dès qu'il a vu l'obstacle, le conducteur a pris la décision de s'arrêter pour éviter l'obstacle. Donc, le temps de réaction du conducteur est égal à 1 seconde. Et la distance de freinage, ça dépend de la vitesse. Et la distance de freinage dépend aussi de l'état de la route. Est-ce que la route est mouillée ou la route est sèche? Donc ici, la vitesse c'est 80 km par heure. La distance de freinage est 56 pour la route sèche et 106 mètres pour la route mouillée. Donc on va répondre à la première question. Est-ce que la voiture va heurter l'obstacle dans le cas d'une route sèche? Pour répondre à cette question, il faut chercher la distance d'arrêt. On cherche la distance d'arrêt, est égale à la distance de réaction, puis la distance de freinage. Et on peut exprimer la distance de réaction par V fois TR, plus la distance de freinage. V, c'est 90 km par heure. T, c'est le temps de réaction 1 seconde. Et la distance de freinage ici, pour la route sèche, c'est 56 mètres. Donc on va remplacer, mais en utilisant l'unité internationale de la vitesse. Donc avant de remplacer, il faut transformer 90 km par heure vers le mètre par seconde. On trouve 25 mètres par seconde. Donc en remplaçant par les valeurs, je trouve 81. Donc, puisque 81 inférieur à la distance entre l'obstacle et la voiture, donc dans ce cas, la voiture ne va pas heurter l'obstacle. Pour le cas d'une route mouillée, donc on va faire la même réponse, dA est égal à dR plus dF, mais dans ce cas, dF est égal à 106 mètres, car la route est mouillée. Donc je calcule la distance d'arrêt, je trouve 131 mètres. Dans ce cas, 131 mètres est supérieur à la distance entre la voiture et l'obstacle, donc dans ce cas, la voiture va heurter l'obstacle. Question 2. Donnez 3 facteurs qui agissent sur la distance d'arrêt. Donc on va chercher les facteurs qui peuvent changer la distance d'arrêt. Donc parmi les facteurs, on trouve la vitesse de la voiture, l'état du conducteur et l'état de la route. Exercice 4. Dans une installation électrique domestique, on fait fonctionner chaque jour, d'une façon quotidienne, un fer à repasser qui porte les indications de kilowatts et de 120 volts pendant 30 minutes. Chaque jour pendant 30 minutes. Quelles sont les significations physiques des indications de 120 et de kilowatts? Ces valeurs s'appellent les caractéristiques nominales. La première, c'est la tension nominale. La deuxième, c'est la puissance nominale. Question 2. Calculez l'intensité I du courant qui traverse le fer à repasser lorsqu'il fonctionne normalement. Donc pour calculer l'intensité I, on applique la relation P est égal à U fois I. Car le fer à repasser est un appareil de chauffage. Donc on peut appliquer cette formule. Donc I est égal à P sur I. En remplaçant par les valeurs, mais en utilisant l'unité internationale. P est égal à 2 kW, est égal à 2000, et U est égal à 220. Donc je remplace, je trouve 9,09 ampères. On passe à la question 3. Trouvez la résistance R du fer à repasser. Donc pour chercher la résistance R, on doit utiliser la loi d'Ohm, car le fer à repasser est un appareil de chauffage et tous les appareils de chauffage sont considérés comme des conducteurs ohmiques. Donc, on peut appliquer la formule U est égal à R fois I, alors R est égal à U sur I. En remplaçant par les valeurs, U c'est 220 et I c'est la valeur trouvée dans la question précédente. Je remplace, je trouve 24,2 ohms. On passe à la question 4.
Calculer en wattheures puis en joules l'énergie quotidienne consommée par le fer à repasser. Ça veut dire on va calculer en wattheures puis en joules l'énergie consommée chaque jour. Donc on sait que l'énergie E est égale à P fois T. P, c'est la puissance de l'appareil. T, c'est le temps de fonctionnement. Donc, conversion, P, c'est 2 kW égale à 2000. Le temps de fonctionnement, c'est 30 minutes. Vers les heures, je trouve 0,5 heures. Je remplace, je trouve 1000 Wh est égal à 1 kWh. Puis je vais transformer vers le joule, en utilisant la relation entre le wattheure et le joule. On sait que le wattheure est égal à 3600 joules. Pour passer du wattheure vers le joule, il suffit de multiplier par 3600. Je vais multiplier cette valeur par 3600. Je trouve 3 600 000 joules. Je convertis vers le mégajoule. Je trouve 3,6 mégajoules. Question 5. Calculez le nombre quotidien de tours du disque du compteur électrique, sachant que la constante du compteur est 2,5 Wh par tour. Donc, pour chercher le nombre de tours, il faut appliquer la relation entre l'énergie et le nombre de tours SC. Donc, on sait que E est égal à N fois C. Je cherche le nombre de tours, donc N est égal à E sur C. E, c'est l'énergie quotidienne consommée en wattheures, et C, c'est la valeur de la constante. Donc, je remplace par la valeur, je trouve 1000 sur 2,5, c'est 400 tours. Exercice, question 6. Calculer en dirhams le coût mensuel de consommation, sachant que le prix unitaire est 1,2 dirham pour chaque kilowattheure. Donc, on va chercher maintenant le coût mensuel, ça veut dire tiklufa shahriya. Tiklufa shahriya. Donc, pour chercher le coût mensuel, il faut calculer tout d'abord l'énergie mensuelle. Donc, l'énergie mensuelle, c'est E, trouvé dans les questions précédentes, fois 30, car le mois contient en moyenne 30 jours. Donc, je vais multiplier fois 1,2 est égal à 1 kWh fois 30 fois 1,2 est égal à 36 dirhams. Et merci. À la prochaine. Inch'Allah.